Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, représentant le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens présidents du Conseil économique et social, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les acteurs du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis l'avènement du régime du nouveau départ en avril 2016, l'amélioration de l'image de notre pays est devenue une priorité au cœur de la vision programmatique de l'État. Le diagnostic du départ dans le secteur du tourisme a révélé que l'énorme potentiel culturel et touristique dont regorge le Bénin reste peu valorisé. C'est pour pallier cette situation que le gouvernement du président Patrice Talon fait désormais du secteur touristique un facteur important pour le développement économique du Bénin. En témoigne la place du choix que le gouvernement réserve au dit secteur dans son programme d'action PAG. De nos jours, le tourisme se révèle comme l'une des plus importantes activités économiques du monde moderne. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la contribution directe du tourisme est de l'ordre de 3,1% du PIB. Au Bénin, le tourisme constitue la deuxième source nationale de rentrée de devises et le troisième créateur d'emplois après l'agriculture et le commerce. En 2017, le tourisme générait déjà 2,6% du PIB et fournissait 5,6% de la totalité des emplois béninois. Ce chiffre a augmenté et ne cesse de croître, d'où l'ambition légitime du gouvernement de faire du tourisme une filière de développement créatrice de richesses et d'emplois, ainsi que levier du rayonnement du Bénin à l'international, toutes choses qui justifient les assises de ce jour, programmées mais reportées en raison de la disparition du vice-président de l'institution, Fenesto Wadaï, qui nous a quittés alors même que nous étions avec lui en pleine préparation du présent séminaire. Aussi voudrais-je vous inviter humblement à observer 1 minute de silence en sa mémoire. Mesdames et Messieurs, vous convenez avec moi que l'importance du tourisme n'est plus à démontrer aujourd'hui au regard de son impact sur le développement socio-économique du pays. C'est à raison que les pays du monde rivalisent d'ingéniosité pour attirer le plus de touristes sur leur sol. Le Conseil économique et social, institution ayant pour mission d'éclairer les pouvoirs publics dans les options économiques en faveur du mieux-être des populations, s'en est rendu compte
et s'est décidé, conformément à ses attributions, de réfléchir dans le cadre d'un séminaire sur le tourisme, un socle de développement pour le Bénin. Opportunités, contraintes et perspectives. L'organisation de ces assises ce jour me semble être davantage justifiée au regard des effets induits de la pandémie du Covid-19 sur le secteur. En effet, l'impact du Covid a freiné le développement de plusieurs secteurs et entraîné un ralentissement de l'activité économique dans le monde. Les secteurs les plus touchés en première ligne demeurent, entre autres, ceux de l'hôtellerie et du tourisme. Les circuits touristiques, les réservations de chambres, les voyages, en somme, toute la chaîne hôtelière et touristique a connu une forte récession en raison de la pandémie. Vous comprenez alors que le Conseil économique et social, soucieux du bien-être de la population, ne reste pas indifférent face à cette situation. Il était alors devenu urgent pour nous de créer l'instant d'une journée, un cadre dans lequel les conseillers du Conseil économique et social, les acteurs du tourisme, les experts de tous ordres et les consommateurs peuvent réfléchir pour faire des propositions susceptibles d'apporter un plus-value à tout ce qui est déjà entrepris dans le sens du développement du secteur touristique. Ainsi, l'objectif de ce séminaire est de susciter la réflexion en vue d'apporter au Bénin à tous les experts pour avoir, et je voudrais vous dire une fois, chers participants, la contribution à la promotion du secteur du tourisme au Bénin. Alors, au regard du caractère actuel et préoccupant de l'objet de ce séminaire, vous comprenez combien je suis heureux de vous savoir aussi nombreux ce 14 octobre 2021 dans cette salle de Sunbridge Hôtel de Cotonou. Je le sais bien, malgré vos agendas chargés. À vous tous, je souhaite la bienvenue. Je remercie chaleureusement les hautes autorités politico-administratives de notre pays. Également, mes remerciements vont à l'endroit de tous les présidents des institutions de la République ici présents. Merci. À tous les membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, à tous les experts pour avoir répondu présent à notre invitation. Je dis encore une fois, merci du fond du cœur. Merci d'être là. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je voudrais une fois encore rappeler que le Bénin, dans son entièreté, vraiment est très, très attaché au tourisme, à l'hôtellerie. Une fois encore, je tiens à vous dire tous mes remerciements. Ainsi, je crois que tout ce qui est du thématique a été rappelé par le modérateur. Donc, je peux ainsi dire également être persuadé que les différentes recommandations auxquelles nous parviendrons à l'issue de nos travaux aideront sans doute les pouvoirs publics à la mise en œuvre des réformes dans ce secteur. Alors, je ne saurais terminer mes propos, naturellement sans féliciter
le président du comité d'organisation, ainsi que l'équipe qui l'a accompagné dans les préparatifs de ce séminaire pour cette parfaite organisation. À tous les membres du bureau et à tous les conseillers, je réitère mes remerciements pour avoir soutenu l'initiative. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive le Conseil économique et social, vive le Bénin. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens présidents du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les acteurs du tourisme, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, le Conseil économique et social, comme nous le savons, s'inscrit dans l'architecture institutionnelle du Bénin comme une institution à vocation consultative et régulatrice. C'est à ce titre qu'il contribue à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement. Je voudrais alors dire ma joie et celle du gouvernement de notre pays de prendre part à l'ouverture de ce séminaire dont le thème évocateur, le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, opportunités, contraintes et perspectives, devrait focaliser toutes les attentions dans un contexte marqué par les importants investissements de notre pays dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts, et plus particulièrement en cette veille de l'historique restitution de 26 de nos œuvres culturelles par la France. En effet, notre pays est doté d'un potentiel touristique exceptionnel qui ne demande qu'à être révélé pour le bonheur de tous. Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de revenir sur la transversalité du rôle économique du tourisme. C'est un secteur qui favorise le développement de beaucoup d'autres activités dans les domaines du commerce, du transport, de l'hôtellerie, de la culture, de l'artisanat, pour ne citer que ceux-là. Il constitue, de ce fait, un important vivier de création d'emplois, directs et induits, un infuseur de richesses et, par ricochet, le troisième secteur absorbeur de main-d'œuvre après l'agriculture et le commerce, Monsieur le Président du CES, vous l'avez si bien dit. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement a très tôt affiché son ambition de faire, je cite, du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois, une filière économique majeure et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Fin de citation. De plus, dans les choix et orientations stratégiques contenus dans le Plan national de développement du Bénin 2018-2025, le secteur du tourisme est considéré comme l'un des leviers d'accélération du processus de transformation structurelle de l'économie béninoise. Pour pouvoir doubler d'ici à l'an 2025 le PIB, le gouvernement a pour objectif prioritaire d'accroître et d'améliorer l'offre touristique au Bénin. Dans ce sens, plusieurs actions sont entreprises et, avec le soutien des partenaires, plusieurs projets de grande envergure sont en cours de réalisation afin de faire du tourisme un secteur majeur de notre économie. Mesdames et Messieurs les présidents
distingués invités. Ces 5 dernières années, la plupart des défis du secteur sont abordés avec méthode et détermination, notamment la structuration et la requalification de l'offre touristique suivant les avantages comparatifs qu'offrent nos localités, la mobilisation d'un lourd investissement pour accroître et rendre compétitive l'offre, la mise en route de réformes institutionnelles et structurelles, la mise en place de projets et programmes de développement d'une main-d'œuvre compétitive. Ce programme représente un investissement global de plus de 400 milliards de francs CFA, couvert à 45% par des fonds publics. Le premier quinquennat du président de la République est ainsi marqué par une phase initiale composée essentiellement d'études programmatiques, techniques, architecturales et muséographiques en cours d'achèvement. Cette phase a permis de mieux structurer et d'enrichir le portefeuille national de projets phares tout en maintenant l'objectif initial d'aménagement du territoire. Le choc entretenu par la pandémie liée à la Covid-19 n'a nullement baissé notre ardeur. Bien au contraire, vous avez pu noter la qualité et l'ampleur de la stratégie de riposte développée pour garantir une résilience économique et sociale dans le secteur. Je voudrais ici dire que plusieurs pays, en Afrique, pour ne citer que la Côte d'Ivoire, en Europe, pour ne citer que la France, sont venus s'inspirer du modèle béninois où très tôt, quand les isolements ont commencé, où nous avons fait jouer un rôle important au secteur hôtelier, où nous avons interné les personnes qui devaient vivre la quarantaine dans les hôtels. À l'étape actuelle d'exécution des travaux, je puis vous rassurer que les perspectives sont bonnes dans la mesure où notre pays constitue aujourd'hui un terrain de convoitise pour les grands groupes hôteliers internationaux. Tel est le cas des grandes marques qui sont en cours d'installation comme le Sofitel, le Hilton, le Banyan Tree et le Club Med, dont la signature des documents de contractualisation a eu lieu il y a quelques jours seulement. C'est dans cette optique que je voudrais saluer l'organisation de ce séminaire dont les conclusions donneront à n'en point douter d'autres pistes de facilitation au gouvernement pour la réalisation des perspectives contenues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Je voudrais par conséquent remercier et féliciter le président du Conseil économique et social, son bureau et toutes les personnalités qui composent l'institution pour cette noble initiative. Je reste convaincu que les experts, les communicateurs et les participants ici présents feront des propositions pertinentes, réalistes et réalisables en termes d'actions appropriées à mener afin que les objectifs fixés par le présent séminaire soient atteints. Les services compétents auront à partager avec vous, avec plus de détails, le chemin parcouru. Je vois le directeur général de l'ANPT et je vois ses directeurs techniques qui sont prêts pour vous donner plus d'informations. Je disais donc, les services compétents auront à partager avec vous, avec plus de détails, le chemin parcouru, l'ancrage multisectoriel des actions entreprises, notre sensibilité pour le tourisme durable, toutes choses qui marquent notre détermination à jouer un rôle majeur dans la reprise du marché touristique post-Covid. Je voudrais, à ce propos, vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à réserver une attention toute particulière aux conclusions des présentes assises, et c'est sur ces mots d'espoir, c'est sur ces mots d'optimisme que je voudrais, Messieurs les Présidents, avec votre autorisation, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, Monsieur le Président, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Sénat,
évidemment, Monsieur le Président du Conseil économique et social, c'est sur ces mots, disais-je, que je voudrais déclarer officiellement ouvert, avec votre autorisation, ce jeudi 14 octobre 2021, au nom du Président de la République, chef de l'État, les travaux du séminaire sur le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, opportunités, contraintes et perspectives. Plein succès à vos travaux. Vive le tourisme au service du développement. Vive le Bénin. Je voudrais vous remercier infiniment. Le thème de notre rencontre cette année, le thème retenu par le Conseil économique et social, pour faire l'objet de réflexions critiques, c'est bien le tourisme, un socle de développement pour le Bénin. Opportunités, contraintes et perspectives. Nous avons un programme de développement. Donc, si les questions de suivi, chacun doit pouvoir l'avoir. Alors, je propose que l'acte premier soit l'adoption du programme de développement. On se voit un peu comment nous allons nous organiser pour conduire les travaux du début jusqu'à la fin. Donc, il est prévu que 8h30, c'est arrivé l'installation des participants, c'est fini, c'est fait. Et que jusqu'à 10h, on devrait pouvoir finir la cérémonie protocolaire et mettre en place le présidium. Alors, pour gagner du temps, puisque en fait, un séminaire doit avoir un présidium, pour gagner du temps, nous, en notre qualité de modérateur, nous nous permettons de vous faire la proposition suivante. On avait besoin d'un président du présidium et d'un secrétaire du présidium. Le poste de rapporteur devra être assuré par nous, c'est-à-dire le cabinet Innovatec Afrique, et puis l'équipe technique du CES pour faire le rapportage du séminaire. Nous proposons comme président M. Armand Féliho, qui est le président du comité d'organisation du séminaire. Vous voulez entendre les applaudissements? Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, validé. Alors, comme secrétaire, nous proposons Mme Béha Micheline, qui est une conseillère également, parce qu'il faut l'approche des gens. Alors, si vous étiez d'accord, vos applaudissements. Bon, moi, c'est S-Qualité que je suis rapporteur. Vous pouvez ne pas applaudir, mais si vous applaudissez... D'accord, donc nous allons faire le rapportage avec le secrétariat, bien sûr, du CES, avec l'équipe technique, le DSC, tout le monde. On se mettra ensemble pour le rapportage. Donc, vous aurez un rapport de qualité. Donc, le président m'a ainsi proposé, accepté. Vous me permettez de l'installer sous vos applaudissements. Donc, le président m'a installé. Donc, en termes de communication, nous avons prévu 4 sous-thèmes pour permettre une meilleure compréhension de ce thème central. Le sous-thème numéro 1 est intitulé « Dynamique actuelle du tourisme dans le monde et impact de la Covid sur le développement du secteur. Bon, c'est le docteur Kofi Joel Akalogun, il est docteur en tourisme, il est dans la salle, vous allez le voir tout à l'heure, qui va nous développer ce thème-là. Il va planter le décor au niveau mondial. Le tourisme n'est pas une spécificité béninoise, c'est un phénomène mondial. Quelles sont les grandes tendances? Quelles sont les contingences? Quelles sont les difficultés et quels sont les espoirs? Donc, le docteur Joel Kofi Akalogun va nous faire le développement de ce sous-thème. Le sous-thème 2 va être développé par le professeur Espédi Vissin. Le sous-thème intitulé « Tourisme au Bénin, état des lieux et perspectives ». Le professeur Vissin, nous allons revenir là-dessus, c'est un professeur titulaire de l'Université d'Abo-Bekalavi et le Conseil des ministres hier lui a renouvelé sa confiance puisqu'il a été confirmé dans ses hautes fonctions de directeur de la Haute École d'Hôtellerie et du Tourisme. Donc, nous allons lui présenter nos félicitations tout à l'heure. Le sous-thème 3, c'est tourisme de mémoire. Quelle approche pour la valorisation de notre patrimoine historique, et culturel? Le tourisme est souvent
associé au divertissement, alors qu'il y a une autre forme de tourisme qui est associée à la douleur, qui est associée à la rupture, qui est associée à la peine, à la souffrance, telle que l'esclavage, telle que la colonisation. C'est des formes de tourisme qui doivent développer. Nous avons sollicité le consultant Tchapé Isidore, qui est DG de l'hôtel GECO, c'est un consultant international, et un praticien donc, du secteur. C'est lui qui va nous introduire les échanges. Enfin, le thème 4, c'est tourisme et innovation. Les grandes tendances et contingences du secteur par Winsala Sadjonon, qui a une expérience internationale aussi. Il est directeur du développement du tourisme et du marketing à l'ANPT. Bon, il se devait être assisté du directeur Yaya Moura Brutani, qui est appelé à d'autres fonctions, donc il ne pourrait pas être là. La troisième, cette quatrième communication sera appuyée aussi également par Madame Cléopâtre Kouyazodé. Elle est consultante en tourisme intelligent. Elle va nous dire ce que c'est que le tourisme intelligent tout à l'heure. C'est vrai qu'elle parle très bien, elle parle mais elle parle bien. Donc, elle va nous parler de ce que c'est que le tourisme intelligent. Donc voilà l'équipe technique. Excellences, Mesdames, Messieurs, si on parle de tourisme, qu'est-ce qui ressort de cette notion? Il faut s'attendre d'abord à un voyage, à un plaisir et loisir, la découverte, civilisation et culture. En gros, c'est le fait d'aller découvrir un ailleurs. Mais deux besoins fondamentaux caractérisent le tourisme. Il y a besoin de moyens financiers et le temps libre. Si nous voulons parler du tourisme, est-ce que nous avons ces deux besoins réellement accomplis? Les images que vous avez, ce sont les images de Napoléon au moment où il se rendait en Égypte. Il s'est fait accompagner, j'aurais même dire, des artistes, des géographes, des historiens et des culturalistes pour découvrir la culture égyptienne. Il a commencé par faire du tourisme. Les grandes mutations, le tourisme a déjà commencé depuis l'Antiquité. Les deux grandes villes qui ont été caractérisées par la dynamique du tourisme, c'était la Rome et la Grèce antique, où on parlait déjà de l'oracle de Delphes. De cette antiquité, nous tombons sur le Moyen-Âge, où il y avait déjà des pèlerinages, même les croisades constituaient déjà des échanges de civilisation. Du Moyen-Âge, nous avons le 16e, 17e, 18e et le 19e siècle, qui ont été caractérisés par le Grand Tour, la révolution industrielle. Et enfin, le 20e et le 21e siècle ont été caractérisés par trois étapes. L'apparition de nouveaux types de tourisme. Aujourd'hui, nous parlons du tourisme de masse, nous sommes passés du tourisme de masse à l'écotourisme. Nous avons, le tourisme est devenu une industrie mondiale, la première industrie mondiale. Et enfin, de nos jours, le tourisme est devenu une science que nous appelons la tourismologie. Enfin, alors, troisième étape, le récapitulatif de la fréquentation touristique mondiale. De 2008 à 2019, selon l'OMT, la courbe a été pratiquement linéaire, sauf en 2008, le tourisme international a été touché par la crise mondiale. Et cette crise n'est rien d'autre que la crise financière, l'augmentation du prix du pétrole et fluctuation intensive des taux de change. Alors, si nous devons parler de la pandémie du coronavirus, elle n'est pas la première. Vous savez que le tourisme est un secteur très fragile. Mais depuis 2008, passant par 2009, nous avons constaté que la courbe a commencé par monter. Et cette croissance, entre 2015 surtout et 2017,
est obtenu grâce à la révolution numérique que mon cher compatriote, le directeur de l'Union, aura l'occasion de nous parler de son innovation. Nous avons le développement du transport aérien. Si le chef de l'État s'est investi à redonner une autre image à notre aéroport international et les infrastructures, ce n'est pas pour rien. Nous avons les charters, nous avons la montée en puissance du tourisme chinois. Alors, quel est le classement des 10 premières destinations au monde? La France a toujours occupé la première place, suivi de l'Espagne, les États-Unis, Chine et consorts. Mesdames, Messieurs, on pourra se demander quelle est la position alors dans cette dynamique, la place de l'Afrique. L'Afrique est toujours en retard parmi les 10 meilleures destinations au monde. Le tableau 2 fait le récapitulatif des pays par fréquentation touristique au monde en 2019, où le Maroc est venu en première position en occupant la 28e position. Mais où se trouve le Bénin dans tout ça? Mon cher pays, le Bénin est à la 146e position avec 255 000 touristes par an. Ce qui devait nous interpeller. Le palmarès des 10 premiers pays réceptifs au monde en 2020, la Chine vient en première position, suivi des autres jusqu'à la République tchèque. L'Afrique est toujours encore absente. Alors, qu'est-ce qui crée alors la motivation des touristes à visiter ces différentes destinations? Il y a la géopolitique du tourisme. Qu'est-ce qui ressort de cette géopolitique? Nous avons l'image touristique. Une destination touristique est toujours frappée par une image. Si nous prenons la France, vous allez constater que la France vend toujours la Tour Eiffel. Et autour de cette Tour Eiffel, tourne autour de différents circuits touristiques liés à des différentes potentialités. Nous avons l'Allemagne, le Bundestag. Vous avez la Chine avec ses murailles. Nous avons la Russie. Nous avons le Kenya avec son tourisme synergétique qui est frappé souvent par la route de Serengeti. Le Sénégal qui vend le tourisme de la route de l'esclave avec l'île de Gorée. C'est une image touristique. Les USA avec la Statue de la Liberté. Alors le concept d'image touristique est relativement quand même récent depuis les années 1970. Elle se définit comme l'ensemble des associations et des impressions qu'un consommateur a en mémoire à propos d'un pays ou d'un lieu visité. En tourisme, cette image est caractérisée par 3 formes. Nous avons l'image organique. Qu'est-ce que nos organes, la presse, qu'est-ce qu'ils en disent de notre image touristique au Bénin? De cette image, on peut parler de l'image induite, ce que les agences de voyage, les tours opérateurs vendent. Ces 2 images permettent aux touristes de se faire une idée de la destination dans laquelle ils viendront. Mais l'image complexe caractérise les touristes. Une fois descendus, ils font le lien entre l'image organique et l'image induite. Soit elle est défaillante, c'est-à-dire négative, ou elle est positive et vous fidélisez quand même le touriste dans votre pays. Alors, autour de quelle image l'offre touristique du Bénin tourne? L'analyse de l'offre touristique du Bénin, j'en ai récapitulé que 4. Nous avons 4 produits touristiques phares. Il y a le village lacustre de Ganvier, en tant que qualifié de Venise de l'Afrique. Je me demande si ce village est toujours encore Venise de l'Afrique avec son état d'insalubrité. Mais c'est un village qui caractérise le tourisme d'écotourisme.
ce village est toujours frappé et frappe le visiteur, tout visiteur, à partir de l'ingénierie architecturale que nous connaissons. Nous avons les palais royaux transformés en musée et patrimonialisés en 1985 par l'UNESCO. Mais est-ce que nous sommes encore à l'ère de la muséologie? Ces palais royaux dans lesquels on ne découvre même plus des arts, l'art qui devait normalement retracer l'histoire de notre peuple. Tous les vestiges, tous ces artefacts ont été volés par le colonisateur, excusez-moi de peu, au cours de la guerre, de la conquête coloniale. Mais le gouvernement séchine a les faire ramener. Nous avons Ouida, qui est caractérisé souvent par la route de l'esclave, c'est-à-dire le tourisme mémoriel, où mon cher aîné aura l'occasion d'approfondir davantage. Mais le tourisme à Ouida n'apporte pas grand-chose pour le moment, simplement parce que parlant de la route de l'esclave au Bénin, le Ouida est en aval et non en amont. On devait commencer à partir du début. Et ce début, à travers mes recherches, je l'ai constaté, il y a déjà des échanges entre le royaume de Dahomey et le nord. L'artiste vient de le dire tout à l'heure, avec les Bariba et les Dindi, où l'échange s'effectuait déjà au niveau de Ouessé. On devait commencer la route de l'esclave depuis là-bas. Depuis Ouessé, déjà, la route de l'esclave a déjà commencé, passant par Tchéti, à Gounan, Dija, et on tombe sur Abomey à Singboji, au musée, où la répartition se fait davantage, avant de reprendre la route à partir de Zogodomé, Mouenri, Savi et Ouida. Est-ce qu'il y a lieu de montrer la fin de la route à un touriste ou il faut le mettre au début de cette route? Je me pose encore cette question. Et enfin, le quatrième produit touristique, nous avons le parc national Pandjari, où le tourisme synergétique se lie à ce niveau. Mais qu'est-ce qui fait que le parc Pandjari n'apporte pas grand-chose, n'est pas inclusif? La distance kilométrique qui sépare le parc Pandjari est vraiment capitale. Faire près de 2000 km aller-retour pour un touriste, il va falloir ce qu'on repense et agisse à ce niveau. Alors, il y a lieu. Voilà les 4 produits touristiques qui ne génèrent que 255 000 touristes par an pour notre pays. Mais selon les recommandations de l'OMT, vous ne pouvez pas être destination touristique sans avoir au moins 500 000 touristes par an. Alors, il y a lieu alors de créer d'autres circuits touristiques selon les différentes potentialités de notre pays. Je me suis exercé un peu à la chose, la création de cette circuit touristique. L'artiste qui vient de parler tout à l'heure dit que tout est concentré au sud et non au nord. Ce n'est pas vrai. On s'échine. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. C'est pourquoi j'aimerais que nous, au niveau des recommandations, nous cherchons une image forte pour notre pays. Pourquoi ne pas parler désormais du bassin royal du Bénin? Et ce bassin royal se situe entre le sud et le nord. Nous avons le bassin royal du sud du Bénin, peut-être qui est caractérisé par 2 royaumes. Il y a le royaume d'Abomey, qui prend en compte l'aire culturelle Adjatado, et le royaume de Kétou, qui prend l'aire culturelle Yoruba. Et le bassin royal du nord Bénin, qui prend en compte les Batambou, je m'excuse beaucoup, et les Dindi, les Zumba et consorts. Alors, pour les agents de voyage, pour tous ceux qui veulent vendre la destination du Bénin, peut commencer par déjà parler de l'image du Bénin en termes de bassin royal. Et autour de ces bassins royaux, nous allons créer maintenant des circuits touristiques qui sont peut-être liés à partir des potentialités archéologiques. Et j'en ai découvert quelques-uns. À Kétou, vous avez les cavernes. À Gongontou, à Goyekon, vous avez les cavernes. À Togo, les villages souterrains. Parce que tout le plateau du sud est caractérisé par la première civilisation des hommes à queue. C'est une image qu'il faut vendre. Et ça permet aux agents de voyage de continuer à vendre, à faire les forfaits à voyage.
Nous avons des circuits touristiques qui peuvent tourner autour des potentialités naturelles. On en a beaucoup du nord au sud et de l'est à l'est. Nous avons les collines de Dassa, de Saveille et consorts. J'ai eu la chance de découvrir quand même les collines sacrées de Léman à Tchéti, qui ont été frappées par les signes de phare. Au cours de mes recherches, j'ai constaté quand même qu'il y a eu pas mal de touristes qui viennent du Nigeria parce qu'ils s'intéressent au tourisme religieux, tourisme spirituel. Les gens viennent de Ile-Ife pour venir comprendre le phénomène de cette colline. C'est des viviers du tourisme. Nous avons le Saint-Javon rouge pour celui qui ne peut pas se rendre au parc national Pandjari. Il y a la forêt classée de la Lama à Zorodoma, la plus grande forêt après Pandjari, où il y a des espèces endémiques au sein desquelles on peut créer un circuit touristique formidable lié à l'écotourisme. Nous avons des potentialités culturelles et historiques. Les portes sacrées de Kétou, les portes Idéna, la porte femelle et la porte mâle. Mon pays doit être doté quand même d'un laboratoire pour la datation, pour mieux vendre ce qui vient du sacré. J'ai vu ce baobab avec ce guide, baobab servant de refuge aux habitants de Saveille à Opotoukou, à Saveille, où ils se réfugiaient au moment où il y avait des razzias. Nous avons des potentialités culturelles et historiques liées au système de défense, où j'appelle les ouvrages de fortification. Nous avons la poudrière du roi Béanzin, au moment où il se battait contre la colonie. Les murailles en pierre sèche d'Abeokuta, les murailles en pierre sèche de Fididi, les fossés d'enceinte d'Abomey, de Kétou et consorts, les plantes défensives qui servaient quand même de ralentir l'avancée des soldats. Ce qui m'a plus frappé, c'est les potentialités culturelles et historiques liées à la conquête coloniale, où ici le maquis du roi de Béanzin à Détaou. Tous ces différents villages, Moïmbé, Kadadadi, Kinkpandan, Gobali, Kanchawa, Bafan et consorts ont été créés par le roi Béanzin, qui peut constituer quand même un circuit touristique pour mieux vendre l'image de notre pays. C'est un musée à ciel ouvert, un aménagement du territoire pour cette défense. Mesdames, Messieurs, nous avons aussi les potentialités liées à la conquête coloniale, quelques vestiges au cours de mes recherches, où j'ai découvert, voilà le canon, l'obus qui a été tiré par la canonnière, la Topaz, depuis 1892, à Canan, plus précisément à Bokissa, dans le village de Deunta. Ce canon existe encore depuis 1892, où j'ai demandé gentiment aux populations de le garder. Ça ne s'est pas explosé l'obus. La pipe que nous avons là a été retrouvée dans la canonnière du général Dodds. Les pièces d'argent et consorts, c'est des vestiges. On ne pourra pas parler quand même de circuit touristique sans l'événementiel touristique de notre pays. Nous avons la Ghani, nous avons Nonvicha, nous avons les festivals de Danhomen. Et encore, bientôt, on parlera encore du Bénin 2022, la compétition mondiale de pétanque. Qu'est-ce que le ministère du Tourisme est en train de planifier? Ça aurait été dans d'autres pays. On aurait déjà engagé des débats pour ça. Préparer, annoncer pas déjà l'image organique dont j'ai parlé, l'image induite, afin que les différentes fédérations qui viendront dans notre pays viendront constater et faire une image complexe. Ce n'est pas fini, tourisme religieux. En haut, vous avez la rivière sacrée de Ran. Je parle d'image touristique. Le Bénin n'a pas une image touristique. Voilà là où les rois d'Abomey, depuis 1700 ans, font leur bain de purification chaque année, que je qualifie de Jourdain du Bénin. Le Jourdain à Jérusalem, où à partir de cette image, on parle que bon, c'est là où Jésus a été baptisé. C'est une image touristique plus favorite des destinations. Pourtant, le fleuve Jourdain est un fleuve qui n'est pas quand même potable. Et pourtant, nous avons la religion, les christianistes célestes, leur pèlerinage de chaque année.
On pourrait organiser autrement. C'est un vivier de tourisme qui vient. L'effet de bonne main, au-delà, parce que ce qui bloque un peu le tourisme chez nous, c'est l'ethnicisme grandissant. Les clivages, le vaudon qui a été désacralisé de tout temps, mais c'est notre affaire. Enfin, un tourisme, un site a de la valeur quand il est accessible pour mieux participer à l'image d'un pays. C'est le lieu de remercier le gouvernement. L'aéroport international de Cotonou, classé aujourd'hui parmi les 20 meilleurs aéroports d'Afrique. Le peuple peut ne pas comprendre, mais c'est une image qui est en train d'être construite. Cotonou qui a changé complètement de visage. C'est bien Cotonou aujourd'hui. C'est une image et il faut la communication pour mieux faire comprendre aux gens que oui, on est en train de construire une image de ce pays. Mais le secteur touristique est un secteur fragile. Alors, l'impact du Covid et ses perspectives. Voilà les animaux qui sont contents parce qu'ils ne veulent plus des touristes. Tout est vide. Aujourd'hui, les pays les plus visités en période de pandémie, la France. Mais pourtant, en 2020, de 91 400 000, la France est descendue jusqu'à 42 000. Vous savez que l'impact de ce Covid est vivant. Les perspectives de la relance face au développement de la mondialisation et de l'internationalisation, je ne propose que procéder au renforcement de capacités des acteurs touristiques. Créer de nouveaux produits et circuits touristiques pour faciliter le développement du tourisme interne. Ne faisons pas le développement. Il n'y a pas le tourisme interne au Bénin. C'est à partir de là d'abord qu'il faut donner du souffle à nos agents de voyage, à nos hôteliers, à nos restaurants. Le tourisme interne. Alors le gouvernement va falloir, parce que les deux mots, les besoins fondamentaux, je l'ai déjà dit, il y a le temps libre et il y a les moyens financiers. Le SMIC béninois, il faut revoir le taux du SMIC béninois. Il faut donner de la valeur à ce que nous faisons pour permettre aux gens de se distraire. Exemple de création de nouveaux produits touristiques. C'est un projet que je l'ai institué dans ma thèse. On peut, à partir là, c'est la forêt de Lokoli, la forêt marécageuse, la plus grande forêt marécageuse de notre pays et de la sous-région. On peut instituer déjà des projets du genre pour permettre à donner de l'image. Là, c'est un lieu de sédentarisation que j'ai voulu qu'on crée au niveau de la forêt marécageuse de Lokoli pour donner de la valeur au-delà de Ganvier. Ici, là où les voies d'Abomey font leur bain de publication dans la forêt, dans la rivière de Rlan, on peut modifier et en faire un Jourdain. Créer un tourisme spirituel qui découle du pèlerinage, là où les rois d'Abomey font leur bain de publication. C'est pourquoi le royaume a duré autant de 300 ans. On peut vendre l'image là et amener des gens à aller faire leur bain aussi de chaque année. Mesdames, Messieurs, Excellence Monsieur le Président, pour finir, les recommandations, alors je souhaiterais qu'il y ait on n'a pas de tour opérateur puissant, ni généraliste, ni spécialiste. Il faut qu'on en crée aujourd'hui une agence de tour opérateur. Concevoir plus de produits autour de grands événements culturels et festifs. Établir un catalogue de l'accessibilité tarifaire des principaux circuits touristiques de notre pays. Ça facilitera la tâche à tous les touristes qui viendront dans notre pays. La police touristique, le Bénin peut en créer, surtout favoriser les femmes. Les femmes peuvent constituer aujourd'hui une police touristique. On descend à l'aéroport, c'est les femmes qui vous accompagnent sur les lieux. Parce que l'image d'hier que nous avons avec les Amazones, c'est une image forte. Jamais cela n'a été existé, si ce n'est que le royaume de Dahomey qui a créé une armée de femmes. Vaincre ou périr. Aujourd'hui, le Bénin peut, à partir de cette image, créer une police touristique. Former rien que de la gente féminine. Introduire, pourquoi pas? Parce que le concept de tourisme, aujourd'hui, nous sommes dans la tourismologie, le concept du tourisme n'est pas encore bien perçu par le peuple. Pourquoi ne pas créer une agence de l'art
la culture et du tourisme dans chaque ministère et dans chaque institution. C'est des recommandations. Revoir le système d'enseignement sur le tourisme et instaurer un cours à partir même du cours primaire. Il faut récréer, il faut donner de la valeur à ce que nous voulons faire. Enfin, mesdames, messieurs, l'intérêt de cette communication réside dans son approche d'innovation, en ce qui permet de capitaliser les résultats aujourd'hui du présent séminaire, tout en offrant aux décideurs du Bénin la possibilité de prendre en compte cet inventaire pour une amélioration et une valorisation de nombreuses potentialités dont regorge le Bénin. La présente communication nourrit l'ambition de voir le Bénin s'élever au rang des pays de destination à destination touristique. Alors, cette communication s'inscrit dans la vision et dans la même philosophie que Confucius, qui a été repris par mon aîné Alire Sedek Djengal Gade, qui invitait en son temps les citoyens chinois à ne pas toujours tenir un discours misérabiliste face aux événements malheureux qui jalonnent leur histoire et leur vie, ou à chercher à justifier ou à ruminer les échecs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se départisse totalement de notre culture de haine. Les guerres tribales appartiennent à une génération. L'ethnicisme, l'ethnocentrisme, il faut qu'on s'en débarrasse. Le tourisme n'aime pas ça. Qu'on crée à Abomey ou à Dassa ou à Didja ou à Kétou, le tourisme est universel et transversal. Alors, plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle, que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui avec ce séminaire. À travers cette logique, il convient d'assumer les différents résultats de ce séminaire afin de les transmettre pour qu'ils génèrent le développement pour notre pays. Je vous remercie. Dr Kalogou a déjà balisé le terrain en prenant en compte les potentialités quelques attraits touristiques. Je ne peux plus m'attarder là-dessus. Je vais aller très vite en disant simplement que notre pays, le Bénin, vous le connaissez très bien, il est beau. Moi, je l'appelle toujours pays très beau et riche. Alors, d'autres ont l'impression que le Bénin est pauvre. Je dis non, nous ne sommes pas pauvres. Et sur le plan international, quand je voyage, moi, je dis, mon pays, il est petit, mais il est immense, parce qu'il est riche. D'abord par son climat, la diversité de son climat. Le Bénin est propice aux activités touristiques. Le sud et le nord se complètent. Du point de vue végétation, le Bénin rayonne. Vous savez, il y a 10 ans, les Tunisiens étaient venus au Bénin. Et nous les avons fait parcourir le Bénin du sud au nord. Et arrivé au nord, ils me posent la question, mais vous dites souvent que votre pays est pauvre. Je dis oui, notre pays est pauvre, oui. Mais vous êtes qu'au Bénin, hein? Quand il a dit ça, j'ai tiqué, dit, pourquoi? Vous avez l'eau, vous avez la végétation, et vous plaignez que vous êtes pauvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Tunisie, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de végétation presque, ils ont un des grands déserts, et nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Nous nous plaignons chaque fois que nous sommes un pays pauvre. Avec une superficie de plus de 114 000 km et une population de 11 millions d'habitants, le Bénin est riche. Il est riche non seulement de sa potentialité touristique, mais également de ses hommes. Sur le plan institutionnel, que peut-on dire du secteur touristique? Nous disposons de ministères. Deux ministères qui vont rayonner et bien sûr des directions techniques et deux organes qui faciliteraient le développement de ce secteur. Il y a des réglementations, même si ces réglementations sont vieilles et nécessitent une actualisation, elles existent. Alors, quelles sont les potentialités touristiques dans notre pays? Dr Kalogou a déjà abordé des éléments, moi je prendrai seulement 3 aspects. Et pour vous dire simplement que si nous avons les potentialités physiques et naturelles. Et tout à l'heure, le général disait que le Nord, oui je dis, le Nord est rayonnant, le Nord est splendide, en ressources physiques et naturelles. Mais si je parcours le Bénin du Sud au Nord, je dis, notre pays est riche. Il est riche parce que Dieu nous a tout donné pour nous développer. Je vous assure, Dieu nous a tout donné. Il y a des pays qui n'ont aucune ressource, mais qui se battent. Chez nous, nous avons les forêts classées. Et vous savez,
Quand on dit forêt classée chez moi, je dis, nos parents, nos arrière-parents étaient les véritables protecteurs de l'environnement. Parce qu'il n'y a que, disons, sacraliser les forêts et les plans d'eau. C'est pour les protéger contre les nuisances. Aujourd'hui, les nouvelles religions nous ont amenés à désacraliser ce que nos grands-parents ont sacralisé. C'était sacré. Personne n'avait le courage de rentrer dans une forêt sacrée. Aujourd'hui, on y rentre, on coupe tout. C'est une richesse pour le Bénin, les forêts sacrées, parce que ça protège les essences. Et nous avons un océan avec des plages très jolies. Et bon, quand c'est à voir les États, nous avons pas mal de cours d'eau et plans d'eau qui facilitent le transport de la mer et la pêche. La pêche, c'est un attrait touristique pour notre pays. Les gens veulent voir comment on pêche. Et nous, on ne le valorise pas. On ne valorise même pas ce qui est naturellement donné par Dieu, que nous exerçons presque tous les jours. Oui, il y a des potentialités historiques. L'histoire béninoise est riche en événements. Et la culture béninoise est riche en produits. Et pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous disons que nous sommes pauvres. Que faisons-nous? Vous voyez, quand je regarde un peu la culinaire chez moi, et l'art simplement, ou l'artisanat, je dis, mais rien ne manque à notre pays pour assurer son épanouissement, son développement. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous allez poser la question, pourquoi il dit cela? Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je l'ai dit. Les ordres touristiques, il y en a de tous ordres. Sur le plan naturel, vous avez tout cela. Il a déjà montré ça tout à l'heure, je repasse rapidement dessus. Vous voyez tout cela, l'être humain. L'être humain, on dit souvent que le Béninois est très accueillant. Mais attendez, mais entre nous-mêmes, est-ce que nous sommes accueillants? Est-ce que le Béninois accueille le Béninois? Il accueille les étrangers. Il est très jovial, hospitalier, légendaire, c'est vrai. Mais est-ce qu'avec le Béninois, est-ce que le Béninois est hospitalier? Nous avons à repenser cela. Nous sommes hospitaliers avec les autres, mais avec nous-mêmes. Sommes-nous hospitaliers? Sommes-nous accueillants? Ça, c'est une interrogation que chacun doit pouvoir mûrir et répondre. Les acteurs culturels, il y en a partout au Bénin, et notre culture est immensement riche. Les musées, vous en avez un certain nombre sur l'ensemble du territoire béninois. Vous voyez, la route de l'esclave, tout à l'heure il a déjà dit que nous avons pris disons, l'atterrissage. Nous avons laissé le début. Et quand on prend un cours d'eau, on parle d'amont-aval. Tout à l'heure il a parlé d'aval. Aval, c'est l'arrivée. Nous avons laissé tout le début, nous avons juste pris la dernière portion. Quand on va au Sénégal, ce que vous ne pouvez pas manquer au Sénégal, c'est l'île de Gorée. Le Sénégalais fait tout possible que vous allez découvrir l'île de Gorée, alors que vous faites une queue interminable pour pouvoir faire la traversée. Oui, j'y suis allé, j'ai découvert. C'est extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose, mais on vous vend tout ça. On vous le vend à quel prix? Le Bénin peut également faire cela. Vous avez les palais royaux, il y en a partout sur le territoire béninois, et ces palais sont immensement riches aussi en produits. Ça, c'est culturel. L'architecture, quand vous prenez, vous allez à Ouida, dans certaines grandes villes du Bénin, vous avez les vestiges, dont l'architecture est extraordinairement imposante. Quand vous voyez cela, quand on ne dit pas des tatas, vous voyez, ce sont des choses qui ne peuvent pas se perdre. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, on est en train de perdre toutes ces richesses. Même les jeunes, culturellement de là-bas, veulent construire en dur. Alors que ça ne sert absolument à rien de construire avec du ciment. Il fait chaud. Vous créez des problèmes d'inondation en terrassant partout. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. Dès qu'il y a une inondation quelque part, on dit oui, parce que le climat a changé. Le climat a changé ou qui a changé le climat? Ce n'est pas vous et moi. Nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. On détruit toutes les forêts. Or, les forêts sont des pièges à carbone. Ces constructions nous interpellent. Parce qu'aujourd'hui, les constructions, si on ne les sauvegarde pas, elles sont en voie de disparition. Les infrastructures, de façon générale, sur le Bénin. Vous voyez, le déterminant de tourisme, il y a l'artisanat. On ne doit même pas les séparer. Qui parle de tourisme, parle de culture, parle d'histoire, parle d'artisanat. Parce que tout cela attire le touriste.
est-ce que nous ne pouvons pas vendre tout cela aux touristes qui ont envie de venir découvrir le petit pays de Bénin, qui est immensement riche à tous ces aspects? Les moyens de transport, c'est vrai. Aujourd'hui, avec le président Talon, il y a des aménagements qui aujourd'hui facilitent les déplacements. Mais il y a d'autres secteurs du transport qui souffrent énormément. Quitter le sud pour aller au nord, il a dit tout à l'heure, Dr. Akalogu, si vous allez dans le parc et voir la durée, vous subissez pratiquement avant d'arriver dans le parc. Que faire? Les moyens de communication aujourd'hui évoluent et s'améliorent. Mais est-ce que c'est déjà cela? Ce n'est pas encore suffisant. Quels sont les défis du secteur à relever? Il faut aménager les sites. Dr. Akalogu a montré tout à l'heure des sites non aménagés, qui sont connus mais non aménagés. Et que faire? Il faut améliorer le cadre institutionnel et législatif du secteur, améliorer la qualité du produit touristique et le financement s'ajoute. Quelles sont les suggestions en vue de l'amélioration du secteur? Investir dans la formation initiale et continue et dans la recherche-action. Et c'est là où nous allons intervenir, parce que je ne suis pas venu pour parler des autres choses que vous connaissez. C'est les deux axes qui nous intéressent. Tout à l'heure, je vais en venir là. Alors, une étude rapide diagnostique montre qu'il y a des forces du secteur, il y a des faiblesses. Nous avons des opportunités et bien sûr des menaces. Les opportunités aujourd'hui, c'est la disponibilité du gouvernement béninois à accompagner ce secteur. Parce qu'il est devenu un secteur prioritaire. Dans quel secteur le gouvernement doit investir pour assurer l'épanouissement de ce secteur? Est-ce que le gouvernement a déjà identifié le meilleur des secteurs du tourisme où il faut injecter de l'argent pour assurer son épanouissement réel? Tout cela est mis là, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, vous voyez, les mesures susceptibles de booster le secteur du tourisme au Bénin, il faut développer les infrastructures touristiques et soutenir le tourisme standard international. Vous voyez, quand vous allez dans nos hôtels, il y a des hôtels, quand vous allez dans les pays développés, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on retrouve facilement dans nos hôtels. Vous êtes dans un hôtel, c'est sale, c'est pas vrai, vous n'êtes pas bien accueillis, et puis, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui manquent. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que nous avons des hôtels, 3 étoiles, 2 étoiles, mais quand vous y allez, l'accueil est défectueux. Or, l'accueil est l'entrée principale d'un hôtel. Lorsque vous êtes découragé, vous êtes mal reçu, tout de suite, vous tournez de dire, ça, je quitte là, je m'en vais. Le lendemain, vous cherchez notre hôtel, vous y allez. Et vous ne revenez plus. C'est la même chose pour nos guides. Quand vous avez un guide qui ne fait que ressasser les mêmes choses, qui est fatigué, c'est tout ce que vous avez lu sur Internet qui vous reprend, vous êtes dépité. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous ne regardez même plus. Apprendre à vendre nos produits, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Il faut aménager les sites, parce qu'il y en a tellement qui sont non aménagés, non suivis, et presque inconnus même des Béninois. Il faut développer le tourisme intérieur. Le Béninois ne connaît pas son pays. Nous ne connaissons pas notre pays. Même si tout à l'heure, Dr. Akalogu disait il faut avoir le temps et le financement. C'est vrai. Mais ceux qui ont le financement, où est-ce qu'ils vont quand ils ont le temps? Ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, mais ils laissent le Bénin. Parmi nous ici, il y a des gens qui ne connaissent même pas le Nord. Ils ne connaissent pas le Nord. On préfère prendre l'avion et aller à l'extérieur au lieu de découvrir ce qui est chez nous qu'on pourra mettre en évidence. Nous devons être les ambassadeurs de la culture de notre pays. Nous avons ce devoir-là de porter le Bénin à l'extérieur afin d'attirer du monde à l'intérieur. La diversification de l'offre passe bien sûr par l'aménagement et le réaménagement des sites. L'élaboration et la mise en œuvre des plans marketing. Je crois que tout à l'heure le directeur va en parler. Je sais qu'il est patron dans le marketing et la communication de base. Et le développement du tourisme social. Est-ce qu'on ne peut pas organiser dans nos différentes directions? Au CES par exemple, un tourisme social.
On peut organiser un tourisme social. Les gens n'ont pas les moyens, on peut organiser un tourisme social. Aller découvrir, par exemple, le parc, aller découvrir un site, par exemple, en leur finançant le déplacement vers l'intérieur. Et la promotion de la culture chez nous. Le chez nous. Ce que nous n'aimons pas souvent. Et nous préférons, excusez-moi, je vais choquer certaines personnes. Moi, j'ai fait plusieurs séjours en France. J'ai fait même des années sur place. Je vous assure, malgré le froid, je n'ai jamais porté de veste. J'ai fait 2 soutenances en France. Je n'ai jamais porté de veste pour la soutenance. J'ai dû porter mes tenues d'ici. Et les gens m'ont toujours posé la question, mais tu n'as pas froid? Je dis non. Vous savez comment je me protégeais? Le beurre de karité. Je me lavais avec le beurre de karité et je ne sentais jamais le froid. Je passe mon beurre de karité. Le beurre naturel, pas le beurre dénaturé. Le pur, là, on sent ça, là. Quand je mettais, je ne sentais rien. Je le mettais parfaitement sur mon corps. Mon corps brillait. Quand je sors, tout le monde dit, mais qu'est-ce que ça t'a pris? Tu as mangé quoi? Je dis, je n'ai rien mangé. J'ai ma pommade naturelle. Ça me protégeait contre tout. Je ne portais pas de veste, rien du tout. Les gens m'enviaient et se posaient la question, quel gris tu fais? Parce que quand on dit africain, on dit gris. Oh, ce n'était pas un gris, c'est naturel. C'est pour vous dire que nous avons ce qu'il faut pour nous mettre en valeur, pour nous faire envier des autres. Malheureusement, nous préférons copier ce que les autres font au lieu de leur montrer que nous avons une originalité. Nous sommes une personne. En tout cas, moi, je dis, je suis moi. Personne ne peut changer cela. Oui, le renforcement des capacités des ressources humaines et l'amélioration de la qualité des services touristiques. Tout ce que nous avons proposé là, c'est pour aider à l'épanouissement du secteur du tourisme. Il faut créer un hôtel-école. Un hôtel-école. Ce qui manque au Bénin, c'est assurer le vivier qui pourra servir à l'essor du tourisme. Et cela passe par l'éducation, la formation et la recherche-action. Et c'est cela que nous voulons développer à travers la création de la Haute École d'Hôtellerie et de Tourisme, qui a été créée par arrêté ministériel le 2 avril 2021. C'est sa première entrée officielle cette année. Et cette école a un soubassement assez solide déjà, parce que nous formions déjà en licence et en master avant la création de l'école. Aujourd'hui, cette école dispose d'un restaurant pédagogique et qui est VIP parce que c'est bien climatisé. Nous avons une agence d'application qui permet l'élaboration des circuits touristiques. C'est vrai que l'école est prévue pour être installée à Ouidah. Elle est installée à Ouidah, mais à l'intérieur de cette école, nous avons prévu mettre en place un laboratoire de langue. Parce que quand vous êtes dans ce secteur, vous devez être multilinguiste. Or, nos enfants aujourd'hui, ils parlent français et mal encore. Il faut les forger à bien parler français et à parler d'autres langues. L'anglais, l'espagnol, le chinois. Donc, dans cette école, il y a non seulement le laboratoire de langue, mais il y a des laboratoires pour la recherche. Parce que quand on parle de l'art culinaire, il ne faut pas s'arrêter seulement à préparer. Ce n'est pas préparer qui assure le développement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce que je mange, ce que je propose aux autres, répond aux normes? Donc tout cela sera développé dans cette haute école qui serait un campus école. Un campus école. Sur le même site, vous avez un hôtel d'application, le restaurant, cuisine pédagogique, une agence d'application et l'école a 3 départements. Et les 3 départements existent déjà parce que nous avons la formation en hôtellerie et restauration, tourisme loisir et en guidage touristique. Et l'arrêté autorise la haute école à former en LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Cette autorisation qui a été donnée permet aujourd'hui à la haute école d'être le soubassement au plan public, parce que c'est la seule école publique dans le secteur. Je tiens à remercier les écoles du secteur privé qui nous accompagnent,
que nous accompagnons parce que c'est la main dans la main que nous allons assurer l'épanouissement du secteur. À haute école, à des collaborateurs de coopération avec les hôtels, les restaurants, les offices. Au plan national et au plan international, nous avons deux accords importants. La haute école provinciale de Namur, ça c'est en Belgique, et Condorcet en Belgique. Ces deux hautes écoles sont déjà parties prenantes de la formation. Nous avons déjà des accords et des projets que nous gérons ensemble. C'est pour vous dire, Monsieur le Président du CS, j'ai conseillé de faire un plaidoyer pour que les financements soient rapportés à la formation, à l'éducation et à la recherche dans le secteur. C'est le plaidoyer que moi je voudrais demander aux conseillers aujourd'hui parce que le secteur a besoin de cet appui pour son épanouissement. Ce qui fait mal dans notre pays, c'est parce que nous n'avons pas travaillé ensemble. On dit chaque fois, c'est c'est moi, c'est pour moi. Tu dis d'abord, c'est pour moi. Et ma part, c'est dangereux pour le développement d'un pays. Il faut qu'on arrête de dire moi, moi, le mien. Il faut qu'on arrête ça, sinon on ne peut pas se développer. On doit pouvoir se mettre ensemble. Seulement ensemble que nous serons très forts pour assurer l'épanouissement de ce secteur qui est le nôtre. Parce que toutes les grandes villes du monde qui sont développées l'ont été grâce au tourisme. Tout à l'heure, quand il a montré la Tour Eiffel, il dit c'est de la ferraille. Mais on vend cette ferraille, il a tout le coup pour aller voir la Tour Eiffel. Alors nous n'avons plus que ça au Bénin. Que faisons-nous pour vendre les richesses touristiques que nous avons à travers tout le pays? Ce séminaire nous interpelle tous et nous invite à une prise de conscience que c'est ensemble que nous allons réussir le pari. C'est ensemble que nous allons relever les défis. Merci à vous et que cela nous Bonjour tout le monde. Oh, que c'est difficile de passer après mes deux prédécesseurs. J'ai presque envie de dire, bon, c'est fini, je vais arrêter, mais bon, j'ai la lourde tâche de parler de tourisme, mais pas que du côté divertissant. Alors, l'image, tout à l'heure, le docteur parlait d'image qui exprimait notre tourisme. Celle-ci qui est une fierté quand même pour nous, parce que il a parlé d'aval, mais c'est une image qu'on devrait pouvoir vendre à travers le monde. Parce que c'est cela aussi l'histoire du Bénin, du Dahomey. Quelle est la part du tourisme mémoriel et comment est-ce que le gouvernement s'intensifie à le mettre en amont, à pouvoir le commercialiser, à pouvoir le vendre, à pouvoir en parler. Alors, c'est vrai que qu'est-ce que c'est que ce tourisme? Ben, écoutez, ce tourisme a la particularité, comme c'est indiqué, de reléguer au second plan le côté divertissant. Tout à l'heure, on a parlé de tourisme, de visite, de plaisir. Sauf que ce tourisme-là nous renvoie à la tristesse, à la douleur, à la souffrance. Mais tel que c'est la mémoire, c'est l'histoire du Bénin. Et c'est une histoire qu'il faudrait faire connaître aussi. C'est une histoire, c'est une partie du tourisme béninois. Il faudrait expliquer aux touristes, aux visiteurs du Bénin, de découvrir cette particularité. Pourquoi? Parce que dans plein de pays africains, on a parlé de Gorée tout à l'heure, mais nous on a plusieurs sites comme Gorée pour pouvoir vendre, montrer l'histoire du Bénin. Alors, cette tristesse, cette histoire mémorielle du Bénin, je l'ai regroupée, moi, il y a le troisième point qui va paraître un peu paradoxal, je l'ai regroupée en trois articulations. La première qui est l'esclavage, la deuxième qui est la colonisation, et ensuite la troisième qui est la période révolutionnaire. La période révolutionnaire parce que cette période a suscité une période
dans laquelle nous sommes actuels, qui est une période démocratique. Et cette période démocratique-là, justement, elle naît au départ d'un lieu. Elle naît à travers les conférences nationales. Et souvent, lorsqu'on a parlé d'esclavage, de colonisation, on a tendance à oublier, et le professeur en a parlé, nous avons des sites. Et on a complètement oublié celle qui nous a permis aujourd'hui d'être là, celle qui nous a permis de développer ce tourisme. Et cette période-là, la conférence nationale a eu lieu à un endroit. On n'en parle plus. Tout à l'heure, cela fera partie des suggestions. Le PLM à l'Éthiopie. C'est une période aussi historique, une période aussi douloureuse du Bénin. Alors, il est important pour que nous, tout à l'heure, mes deux collègues ont parlé de tourisme, mais on ne peut pas parler de tourisme mémoriel on ne peut pas parler de tourisme mémoriel sans vraiment parler de ce que fait le gouvernement sur le plan global du tourisme. Le gouvernement a lancé un grand plan à travers le PNT, et nous avons les points principaux sur le développement, sur le PNT, le développement des infrastructures, on en a parlé tout à l'heure, le renforcement des capacités, on en a beaucoup parlé. Ça, ce sont des trames pour lesquelles le gouvernement s'est lancé pour pouvoir, d'une façon globale, faire un travail important sur le tourisme. Donc ce plan, aujourd'hui, qui s'articule aussi bien au niveau du développement, de l'écotourisme, de l'amélioration du cadre institutionnel, les professeurs en ont suffisamment parlé tout à l'heure, et aussi nous avons parlé d'amélioration du système d'information du secteur touristique. Il est important, parce qu'on veut bien vendre le Bénin, on veut bien vendre nos produits, mais il faudrait vraiment qu'on ait une capacité de pouvoir mettre un système d'information important et fort. Le patrimoine mémorial du Bénin, en définissant le tourisme mémorial plus haut, j'ai évoqué certains faits historiques. Ces faits s'expriment à travers des lieux et des objets spécifiques. La particularité du tourisme mémoriel dont on parle ici, il est forcément lié ou à des objets ou à des lieux. Nous avons quelques lieux en bas non exhaustifs. La porte du non-retour, la place de Machi ou la place de réconciliation, qui reste une place importante parce que c'est une place de réconciliation. Pourquoi réconciliation? Parce que c'est une place quand même où les deux familles peuvent se rencontrer, les familles à l'origine de l'esclavage et les familles victimes peuvent se rencontrer. D'où la réconciliation. Nous avons un certain nombre de places, un certain nombre de lieux. On a parlé des forêts sacrées de Passé, les palais royaux, on en a beaucoup parlé, pour parler de colonisation. Et bien sûr, en bas, on a le PLM pour parler de la période révolutionnaire. Les enjeux touristiques mémoriels du Bénin conduit quand même à la réhabilitation et la modernisation de pas mal de lieux. J'ai parlé tout à l'heure de la particularité du tourisme mémoriel qui est liée uniquement aux lieux et aux objets. L'ambition mémorielle patrimoniale du Bénin a poussé le gouvernement à engager d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation des lieux. À travers ces travaux s'ajoute le retour des œuvres emportées lors de la colonisation.
C'est d'actualité. C'est d'actualité. Ces objets vont revenir, évidemment, et vont constituer une valeur, vont constituer une raison de visite, une raison de commercialisation de ce tourisme-là. Aussi triste qu'il soit, mais un tourisme qui indique la force, la richesse du Bénin. Nous avons la réhabilitation des palais royaux d'Abomey, ancienne capitale de Dahomey, qui sont classés, évidemment. Nous avons la restauration des 7 musées nationaux, la réhabilitation des sites et des lieux touristiques, témoins de la traite négrière. Nous avons la réhabilitation en 2 phases du fort portugais de Ouida, c'est en pleine actualité, et nous avons la réhabilitation de la cité historique de Ouida. Les atouts et les opportunités de ce tourisme, le Bénin, de par sa situation géographique et de son histoire, a été le théâtre de la triste scène de l'esclavage. Cette position historique fait du Bénin une des uniques destinations capables de restituer aux destinants et aux visiteurs l'histoire racontée ou vécue par les ancêtres. Nous allons pouvoir raconter, montrer à travers des scènes, à travers des images, cette histoire qu'ont vécu les peuples du Bénin. À Abomey, par exemple, la cité royale, d'où s'est construit le Bénin, avec 3 siècles de royauté, qui ont structuré le pays. Dans sa volonté de développer le tourisme mémoriel à travers son patrimoine historique, le gouvernement a décidé de raconter l'épopée de ces 13 rois. En fait, il y en a eu 12 rois et une reine, qui ont gouverné durant les 3 siècles en y érigeant un musée contemporain. Le touriste pourra ainsi, à la fin de sa visite, vraiment comprendre de façon explicite ces 3 siècles de l'histoire à travers ce musée contemporain. Ça fait partie aussi des investissements du gouvernement en la matière. Nous avons Alada, Danvier et Porto. Alada est une ville qui est associée à Abomey, où il y aura le musée de Toussaint Louverture. Sur l'histoire de l'esclavage et de la résistance. Ce musée aura une particularité d'être le seul qui dévoilera l'histoire des origines des esclaves. C'est important de le dire parce que c'est un tourisme triste. Mais il faudrait le vendre. Il faudrait qu'on puisse apporter une particularité quand même, qu'on puisse retrouver au Bénin quelque chose qu'on ne puisse pas retrouver, bon, je le dis, chez nos voisins. Le Bénin a eu la particularité d'être le témoin de ces scènes-là. On le versera alors à notre actif. C'est notre histoire. Alors, une remontée dans le temps permettra de savoir et de comprendre le quotidien des esclaves avant leur capture. Dans ce musée de Toussaint Louverture, nous allons pouvoir vraiment avoir le temps de remonter, de voir et de remonter dans le temps l'histoire de ces esclaves. La réhabilitation et le réaménagement du village d'Acluse de Gambier. Alors, le village d'Acluse de Gambier a souvent un aspect divertissant. Mais non, faudrait quand même qu'on puisse ramener à cette tristesse quand même, parce qu'à l'origine, c'est à cet endroit que les populations fuyaient les rois pour s'y réfugier. Parce que ceux-là n'aimaient pas beaucoup l'eau. Alors les populations se cachaient à cet endroit. Oui, ce côté aussi a une histoire, a une particularité dans l'histoire mémoriale de notre pays. Alors un nouveau musée des arts de civilisation vaudou sera érigé évidemment à Porto-Novo aussi. Et la cité de Ouida. La cité par laquelle les rois cherchaient un débouché pour faire partir les esclaves.
Cette ville était donc devenue un port négrier. On parle souvent du Sénégal. Nous avons notre grand Sénégal. Nous avons notre Ouida. Nous avons notre histoire. Aussi triste, aussi douloureuse qu'elle a été, c'est notre histoire. C'est avec plaisir qu'il faudrait donc la raconter, la mettre en valeur. C'est important de le dire. Cette cité sera réaménagée. Il faut le dire fermement. Sera réaménagée. Ainsi que la tracée des 3,5 km de route des esclaves qui menaient les esclaves jusqu'au bateau. Lorsque vous allez visiter cette cité, vous allez pouvoir fréquenter ces 3,5 km jusqu'au bateau. Évidemment, il y aura un navire qui flottera sur l'eau et qui sera installé et offrira des visites à l'intérieur, retraçant exactement les conditions de vie des esclaves. Enfin, un vrai pèlerinage mémoriel. Parce que lorsque vous aurez visité cela, lorsque vous aurez parcouru les 3,5 km, lorsque vous aurez visité ce navire flottant, rappelant, évidemment, on a parlé de tristesse, c'est sûr que de temps en temps on pourra couler des larmes, mais c'est notre histoire. Nous la vendrons, nous la montrons au monde entier. La portion sur les perspectives, la portion de la destination, le professeur en parlait. La définition d'une segmentation spécifique au tourisme mémoriel. Ce que j'entends par cela, c'est après tous les investissements du gouvernement pour mettre en avant ce tourisme triste, douloureux. Comment est-ce que nous le vendons? Comment est-ce que nous le proposons? Il va falloir descendre jusque dans les écoles. Tout à l'heure, le docteur en a parlé, mais il faudrait, au-delà des cours de l'histoire, pour que plus tard, les adultes soient intéressés pour visiter ces endroits, il faudrait que dès leur enfance, on puisse dire aux enfants, allez visiter ces endroits. Il faudrait des colonies de vacances. Il faudrait qu'on fasse dire à nos enfants l'histoire de notre pays. Un support de vente et de commercialisation de la destination. Lorsqu'on fait du tourisme, lorsqu'on fait des aménagements, c'est pour faire de l'argent. Un guide du tourisme du Bénin certifié. Je sais, nous avons parlé de l'école, le professeur a parlé tout à l'heure de l'école. On aura des guides, on a des guides professionnels aujourd'hui qui font un travail énorme. Il faudrait le dire. Si demain, à travers la haute école, ces guides sont encore soutenus, financés, qu'ils puissent voyager, bilingues, ou trilingues, ce serait une bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on puisse, à travers le Bénin, à travers ce tourisme, pouvoir offrir un guide de tourisme pour le Bénin. La création d'un office national du tourisme. Parce que tout à l'heure, le professeur nous a montré des sites fantastiques. Le docteur également. Ben oui, il faudrait un support national pour pouvoir vendre tout ça. Il faudrait un support aussi bien dans le sud que dans le nord pour pouvoir divulguer ces choses-là. Ben oui, l'Office national du tourisme est plus que jamais important. Qu'elle s'appelle autrement, on ne sait pas. Mais il faudrait qu'il y ait un office national, transversal, qui puisse divulguer, expliquer, montrer à tout le Bénin, et ailleurs d'ailleurs aussi, à l'étranger, que toute la dynamique touristique du Bénin. La formation des guides et des acteurs du tourisme. Merci professeur. J'espère qu'avec vous, nous allons pouvoir profiter de cela. Il y a un gros travail qui est fait.
Nous, personnellement, nous participons, nous sommes en partenariat avec eux. Demain, il faudrait que les acteurs du tourisme soient formés. La mise en place des standards d'accueil et de qualité du Bénin. La façon d'accueillir au Bénin doit être la même. Et ça, c'est ce qu'on appelle un standard. Il faudrait que les incontournables utilisés à l'aéroport de Cotonou pour accueillir M. Pierre, M. Dupont soient les mêmes dans les hôtels de Fijocel, d'Abomey, ou des hôtels d'Abomey, de Fijocel, ou de Barakou, ou de Kandi. Ensuite, les foires, les festivals et les salons internationaux. Nous n'allons pas vendre le Bénin que pour le Bénin. Nous allons vendre le Bénin pour le vendre de façon internationale. Nous avons envie de doubler, la fréquentation du Bénin. Nous avons envie de passer de 200 000. Nous avons envie de passer de 200 000 à 1 million de visiteurs. Tout à l'heure, le docteur a dit, pour qu'on soit considéré comme un pays touristique, il faudrait qu'on fasse 500 000. On fera plus de 500 000. On fera l'objectif 2025, c'est de faire 1 million. Le gouvernement a investi beaucoup. Et investir, c'est bien. Le gouvernement a surtout facilité l'accès du Bénin. 30 pays d'Afrique aujourd'hui sont exemptés de visa. On n'en parle pas souvent, mais c'est important. Le Bénin est ouvert. Une formation de référence des guides, on en a parlé. La construction et le réaménagement d'infrastructures hôtelières, c'est en cours. On en a parlé. Et la promotion culturelle et patrimoine. Comme indiqué dans le paragraphe Vision et perspective, le positionnement du Bénin dans l'économie béninoise comme socle de développement présente des avantages et des contraintes dans sa mise en œuvre. Les actions du gouvernement consolident cette vision. Il est nécessaire de renforcer cette politique en priorisant davantage notre patrimoine historique et culturel à travers le tourisme mémoriel. Pour complément, le renforcement du patrimoine historique nécessite un aménagement d'un espace sur le site du PLM Aléjo, exprimant la mythique conférence nationale et la fin du régime dit révolutionnaire. C'est une suggestion, il faudrait qu'on y pense. Le travail de mémoire s'exprime par la réhabilitation de certains sites et la spécificité historique de l'esclavage. Et ben voilà, donc à travers notre tourisme mémoriel, unique et attrayant, nous allons pouvoir être assez fiers de verser le tourisme mémoriel à toute cette panoplie du tourisme qu'offre le Bénin pour être une destination plus grande en Afrique et dans le monde. Merci. Quelles sont les tendances pour anticiper le tourisme béninois de demain? Alors tout à l'heure, j'ai écouté attentivement les 3 premières présentations. Et en tant qu'institution, là je prends mon costume d'institution, de ANPT, je remarque que nous ne communiquons pas suffisamment. Parce qu'il y a énormément de réponses qui sont déjà dans ce que nous faisons. Alors effectivement, nous avons ce déficit de communication, mais qui est, vous le comprendrez facilement, qui est lié à quelque chose qui a été demandé par les plus hautes autorités. L'ANPT c'est un laboratoire. Nous sommes des techniciens qui fabriquons. Et on n'avait pas vocation à communiquer sur les coulisses de ce que nous faisions avant de maîtriser les processus et pouvoir partager avec les acteurs. Donc mais c'est déjà corrigé, c'est en cours de correction. Vous allez pouvoir désormais profiter de tout ce que nous faisons déjà à l'agence. Et vous verrez qu'il y a énormément de réponses dans ce qui est déjà évoqué. Alors, ceci dit, face à ce contexte inédit dans lequel nous nous retrouvons avec Covid-19, quelle vision, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les innovations à apporter
dans le secteur du tourisme pour continuer le rêve, créer des emplois, créer de la richesse et faire de notre destination une destination phare en Afrique et dans le monde. Alors, l'objectif final, les deux objectifs finaux, c'est quoi? C'est relancer la consommation touristique sous-régionale et accélérer la transition vers un tourisme durable et bienveillant. Alors, mais d'abord, tout à l'heure, il y a eu quelques rappels, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut savoir que le monde a souvent connu des crises. Et à chaque crise, il y a eu des opportunités. Il y a eu aussi des faillites. Il y a eu aussi de la casse. Derrière, l'avantage de ce système, c'est que tout se transforme. On se prend un bouillon et puis on se redresse et on trouve des opportunités, on trouve d'autres solutions. Avec Covid, donc, qui est proche du SRAS, mais sauf que le SRAS a été contenu sur une période relativement limitée et aussi qui est resté suffisamment concentré sur l'Europe. Donc aujourd'hui, la pandémie est internationale, c'est mondial, tout le monde a les mêmes conséquences à plus ou moins grande échelle. La star d'aujourd'hui, c'est le masque. Voilà, personne n'aurait imaginé ça il y a 2 ans, mais aujourd'hui, c'est la star. Alors, qu'est-ce que ça nous a enseigné après tout? Ben, cette crise a eu la particularité de nous imposer une pause. Il y a eu un stop. On a dû réfléchir, rester à se dire, bon, est-ce qu'on continue comme avant? Ça nous a imposé la transparence. Aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus informé de ce qu'il y a en arrière-cuisine que jadis. Ça nous a aussi permis d'accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées il y a quelques années. C'est rogner un peu sur nos libertés. Quand on a dit confinement, si vous prenez un pays comme la France, c'est quelque chose d'inimaginable il y a quelques années, il y a quelques mois. Et pourtant, on a dû accepter. Aujourd'hui, pour rentrer dans cette salle, il a fallu montrer nos passes de vaccination. C'était des contraintes qu'on n'aurait pas acceptées il y a quelques mois. Donc, cette crise a apporté ces nouveautés. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle donc des perspectives du secteur en termes d'innovation. Cette crise aussi a eu ce volet de la sécurité sanitaire. Ensuite, on a découvert la suprématie de la digitalisation. Puis, le repli domestique, le tourisme domestique, qui était pour certains pays quelque chose d'anecdotique, est devenu aujourd'hui incontournable. Et enfin, on a compris que désormais, il fallait de la responsabilité dans le tourisme, donc on va plus vers un tourisme responsable et durable. Alors, la crise sanitaire est devenue aussi une clé de mobilité touristique à court terme. Et pour ça, les contraintes que nous avons eues, on a découvert, il y a des hôteliers dans la salle, il y a des restaurateurs, des professionnels du tourisme. On a été obligés d'adopter des tarifs plus acceptables pour tout le monde. Ce qui veut dire que c'est moins discriminant. On a, si vous voyez, Air France a dû sacrifier ses coûts de voyage pour pouvoir maintenir ses vols. Ceux qui pouvaient voyager en éco amélioré se sont retrouvés avec le même prix en business class et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient possibles jadis. Mais voilà, cette crise a eu cette contrainte-là sur les professionnels. Il y a des nouveaux labels qui sont sortis aussi. Aujourd'hui, si vous allez dans les pays, on va dire, à forte concentration touristique, vous allez voir que les restaurants mettent désormais des labels qui garantissent qu'il n'y aura pas de traces de Covid chez eux, qui garantissent qu'il y a des normes d'hygiène plus appropriées. On nettoie immédiatement, une fois que le client est parti, on met les gels sur toutes les tables, et ainsi de suite. Donc, ce sont des contraintes qui sont arrivées avec cette maladie. Sur le transport, on se rend compte aussi, donc il y a eu des règles de plusieurs gouvernements, dont le béninois, il fallait limiter le nombre de personnes dans les véhicules. Donc c'est aussi une opportunité pour les conducteurs, puisque là où
un véhicule ramassait 8 personnes, ben, il n'en prend plus que 4. Ça fait que sur le même déplacement, ben, il fallait deux conducteurs désormais. Donc ça a été aussi une autre approche sur le retour de Covid. Enfin, on a dû opter pour des destinations à faible densité touristique. C'est-à-dire, ben on se dit, si je me retrouve, bon, tout à l'heure on prenait l'exemple de la Tour Eiffel, si je me retrouve à côté de la Tour Eiffel, j'ai plus de probabilité d'attraper le Covid puisqu'il y aura beaucoup plus de monde. Donc du coup, ben, si j'avais le choix, j'irais voir les Tata Soma. J'ai moins de monde. Donc j'ai moins de risque d'être contaminé. Alors, la crise sanitaire impose maintenant aussi de rassurer la clientèle pour pouvoir déclencher des séjours. Les professionnels n'ont pas eu d'autre choix que d'apprendre la gestion et la limitation des flux. Donc, des fois par des fléchages, des fois par des consignes plus organisées, mais ils n'ont pas eu d'autre choix. Il y a eu aussi l'acceptation de la dématérialisation. Quand on pouvait se déplacer pour aller faire une réservation, aller voir l'office de tourisme à côté, aller voir l'agence de voyage, ben désormais on le fait via son smartphone, on le fait via l'ordinateur. Donc on communique d'ordinateur à ordinateur et bon, c'est vrai, ça peut à terme détruire d'autres emplois, mais ça en créera d'autres. Les protocoles sanitaires ont été renforcés. Nous sommes devenus tous des champions du lavage de mains. Ça devient un réflexe, chose qui n'était pas aussi évident il y a quelques mois en arrière. Les professionnels sont devenus des gens super flexibles. On accepte les politiques d'annulation. Vous vous rendez compte, vous voulez réserver un billet d'avion avant, quand vous n'avez pas annulé avant X date, avant votre déplacement, ben vous l'avez perdu le billet. Aujourd'hui, jusqu'à 1 heure avant, vous pouvez annuler. Et on vous dit, il n'y a même pas de pénalité. On vous dit, bah, écoutez, vous allez pouvoir voyager la semaine d'après. C'est pas grave. Donc, tout ça, ça a été des nouveautés qui sont arrivées avec cette crise. Alors, un exemple d'innovation. Donc, on a été, donc je parlais tout à l'heure d'adapter, de limiter, de gérer les flux. Donc, il y a eu des protocoles qui ont été créés par des établissements. Il y a un groupe qui s'appelle Avani et qui, par exemple, a complètement dématérialisé le check-in jusqu'au check-out du client. Donc, vous arrivez, vous avez un automate, vous allez pouvoir prendre avec votre téléphone, vous allez récupérer un QR code, ça vous permet d'ouvrir votre chambre et voilà, c'est-à-dire on limite le contact physique avec le personnel et ce process jusqu'au check-out. Et pour autant, vous avez les services de l'hôtel. Ensuite, un autre exemple, aujourd'hui, on connaît tous les téléphones avec nos écrans tactiles, mais on est déjà à l'étape du tactile sans contact. Vous êtes devant l'écran, vous promenez le doigt, vous ne touchez plus à l'écran. Mais c'est bon, il a compris, il avance. Vous voyez, donc ce sont des choses qui arrivent, qui sont des conséquences de cette crise. Alors, c'est des tendances qui existaient, mais qui ont été accélérées. Je donne souvent l'exemple des photographes dans le passé. Vous vous rappelez, quand je suis un peu plus vieux que certains, mais plus jeune que d'autres, ici dans la salle, avant, quand on devait faire une photo, on se déplaçait vers le photographe. On s'installait dans une pièce, tirait le rideau noir, il fallait créer toute une ambiance, et puis après, il y avait la surprise de savoir si la photo est bonne. Donc, ce n'était pas garanti. Puis, les photographes étaient des petits seigneurs dans leur village, dans le quartier. Ils ont dû s'adapter. Voilà. Aujourd'hui, le smartphone fait tout et accessoirement fait téléphone. Voilà. Donc, la suprématie du digital, mais voilà, on a eu le télétravail comme conséquence. Qui sont des tendances qui commençaient déjà petit à petit à émerger, mais qui ont dû s'accélérer avec ça. On est passé à la télémédecine dans beaucoup de cas. On est passé au e-sport. Plus besoin d'aller dans une salle de sport, vous pouvez le faire depuis chez vous. Le e-education, voilà, j'en passe. Les musées désormais se visitent en ligne pour certains. Le banking
c'est désormais une banalité. Les bibliothèques numériques se sont multipliées et l'apéro virtuel. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur Teams, sur Zoom, et chacun ou FaceTime, et puis à heure fixe, chacun lève son verre. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques mois en arrière. Les attestations numériques qui ont dû être accélérées. Plus besoin d'aller dans les administrations pour récupérer certains documents. Et les réseaux sociaux qui ont pris vraiment de l'envol. S'il y a une demi-journée de blocage, c'est panique à bord. Voilà, en recherchant un peu, j'ai trouvé un guide du pantouflard confiné. Il reste chez lui et il fait tout. Plus besoin de sortir. Les visites virtuelles vont s'accélérer et nous allons continuer à gérer les clients d'une autre façon, mais nous allons aussi acquérir de nouveaux publics. Ça, c'est aussi l'avantage. Avant, il fallait faire des catalogues. Donc, celui qui n'avait pas les moyens d'éditer des catalogues de bonne facture, en couleur quadrille, pour pouvoir les diffuser dans les bons réseaux, il n'avait quasiment pas de chance de pouvoir avoir de la clientèle. Aujourd'hui, avec le numérique, il peut saisir le monde entier. Alors, ça a des avantages, ça a aussi des travers. Les travers qu'on retrouve, moi je suis arrivé un jour, je suis tombé sur une publicité de quelqu'un qui vendait les palais royaux d'Abomey avec l'océan Atlantique juste à côté. Bon, il faut avoir beaucoup d'imagination. Mais pour le touriste lambda qui est au Portugal ou qui est ailleurs, il voit ça, il pense ça pour une réalité. Donc on peut tromper aussi avec le numérique. Ça fait partie des travers qu'il va falloir que collectivement nous gérions. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est arrivé, peut-être qu'on le pratiquait au Bénin sans le savoir, c'est le staycation. C'est partir en vacances chez soi, dans sa propre maison. On ne bouge plus. Et on fait, voilà, on passe ses vacances. On optimise son temps libre. Et les frontières qui commencent aussi à s'ouvrir sont autant d'opportunités. On fait des micro-aventures. C'est-à-dire que celui qui est à Tassazomé peut parfaitement aller en vacances désormais à Savalou, où, bon, il explique, il n'a plus honte de dire « je ne suis pas allé en vacances ». Parce qu'avant, il y avait aussi ce caractère, tout à l'heure j'ai entendu le docteur dire, celui qui voulait parler de vacances, dès qu'il a un peu d'argent, ben, il partait ailleurs, en Europe ou ailleurs. Parce que nous, même au Bénin, dans notre... si vous entendez le Béninois parler de son temps libre, vous n'allez pas entendre le mot vacances. Il dit qu'il est en congé. Or, les professionnels vendent des produits vacances. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème de vocabulaire qu'il va falloir qu'on adopte. Être en vacances n'est pas forcément partir à l'étranger. Non, on peut partir en vacances chez soi, dans sa région, pas loin de chez soi. Aujourd'hui, avec les routes qui se développent, vont arriver aussi très vite ces modes de voyage, le camping-car, parce qu'on n'en avait pas, il fallait avoir des véhicules sacrément adaptés à cause de l'état des routes qu'on avait. Aujourd'hui, on a de belles routes, donc ce type de moyens de transport vont arriver, où à l'intérieur vous avez tout, vous dormez là où vous souhaitez, vous avez votre cuisine, vous êtes autonome. Et puis il y a donc je parlais donc de ces voyages virtuels et de ces nouveaux publics qu'on va acquérir. Des applications naissent désormais, qui sont des applications qui vous permettent de trouver, pas loin de chez vous, des attractions. Tout à l'heure, il y avait une liste qui avait été montrée donc, de sites presque inconnus du Bénin. Alors, je vous rassure, il y a l'école du patrimoine africain, l'EPA, qui a été missionnée et qui fait un inventaire exhaustif de tout ce qui est patrimoine culturel du Bénin. Et à travers cet exercice-là, nous sommes en train
déjà de piocher dedans des lieux phares que nous allons programmer pour mettre en tourisme. Parce que si nous n'organisons pas la mise en tourisme, ça va être de façon éparse, et cette façon éparse ne va pas nous permettre de mobiliser suffisamment de ressources, parce que c'est une question d'argent pour la plupart du temps. Si on prend c'est pas une région, un site marécageux, un endroit qui est sympathique par exemple. Vous voyez à côté de Glazoué, il y a la rivière aux hippopotames. C'est sympathique. L'accès est difficile aujourd'hui, mais une fois qu'on va gérer le problème de l'accès, il faudra gérer le problème du numérique. Le client qui vient désormais, s'il n'a pas son WhatsApp qui fonctionne là où il est, le site peut être magnifique, il n'ira pas. S'il ne peut pas se connecter pour lire ses mails pendant qu'il est là-bas, il n'ira pas. Donc vous allez avoir un site magnifique, mais qui ne sera pas utilisé et qui petit à petit va faire comme nos anciens musées, l'herbe va pousser dessus et ainsi de suite, et on retombe dans des travers. Donc nous avons tout un programme qu'on n'est pas intelligent tout seul. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps besoin des acteurs que vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous sommes aussi contraints d'aller vers du tourisme responsable, éco-responsable renforcé. On a appris à consommer local. En ce moment même, nous avons au Bénin le mois de consommer local. Donc, ce sont des tendances qui sont aussi en train d'être accélérées dans le domaine du tourisme au plan international. Il faut diminuer son empreinte carbone. On commence à entendre parler que la planète s'chauffe. Ce n'est plus un mythe, c'est désormais une réalité. Ce qui se passe dans un pays touche l'autre. Donc, nous sommes tous responsables de ce qui nous attend et ce que nous allons laisser à nos enfants. Mais c'est aussi l'engagement de voyager moins, mais mieux. Ce sont désormais les tendances de demain. Le tourisme écologique, donc, avec aussi beaucoup... Alors, on n'est pas encore à ce niveau au Bénin, et c'est tout ça qui nous encourage, parce que les déplacements plus propres vont arriver. Tout à l'heure, je voyais, on montrait qu'il n'y avait pas suffisamment de transport fluvio-lagunaire, en tout cas organisé. Tout ça, il ne faudrait pas qu'on l'organise comme on faisait hier. Il ne faudrait pas que ce soit comme font les passeurs d'essence Payor, avec la pollution à tout va. Dans Ganvier, nous sommes en train d'imposer désormais que, et ça va faire un peu de bruit certainement au début, mais on va finir par l'adopter, qu'au cœur de vie, Ganvier 1 et 2, à l'approche de cœur de vie, que toutes les barques motorisées coupent les moteurs pour partir à la rame. C'est aussi une façon de montrer aux touristes comment les gens vivent localement. On va sur un lieu où le pêcheur, lui, va se reposer autour de 7 h du matin parce que la nuit, il fait la pêche. Le matin, c'est madame qui est partie vendre sur le marché. Et les seuls qui viennent perturber sa quiétude sont les visiteurs. Et lui, il ne gagne rien. Il entend le bruit des barques, il ne peut pas se reposer, et il devient agressif. C'est humain. Nous sommes en train de vouloir faire venir plus de monde, ce qui veut dire plus de bruit. Donc si on ne prend pas les précautions dès le début, tout à l'heure, le docteur disait, pour ce qui reste de Ganvier et ce que ça pourrait devenir. Oui, si on ne prend pas des précautions, de toute façon, les études montrent que dans 30 ans, si rien n'est fait, ce lac est asséché. C'est de la terre ferme. Donc, on a tous un intérêt à sauvegarder ça, sinon c'est plus Venise, c'est le désert. Hein. Alors, aujourd'hui, il y a donc, je parle donc en termes d'innovation, énormément d'applications, énormément d'outils qui sont en train de naître et qui sont en train de faire tabac ailleurs, qui vont arriver aussi petit à petit chez nous et qui intègrent tous les aspects de l'authenticité, du local, du tourisme vert, de la solidarité et de l'équité. Alors, il y a un hôtel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là, qui a créé un programme génial. C'est-à-dire que le prix n'est pas fixe. Vous payez en fonction de votre empreinte carbone. C'est très malin et il fonctionne, il cartonne.
C'est un exemple unique pour l'instant, mais il cartonne. Alors qu'est-ce qu'il a fait, au fait? C'est juste astucieux. Période Covid, frontières fermées, les gens ne voyagent pas. Et lui dit, moins vous consommez, vous polluez, donc ça veut dire le temps de déplacement, la durée, la distance, ben, moins vous payez. Donc il s'adresse à qui? Aux gens de sa commune, aux gens qui sont dans la région. Et donc il fait du tourisme domestique très intelligemment, et du coup, les gens qui n'auraient jamais voulu aller dans un resort qui est à côté d'eux, ben, ils sont allés, et il a rempli pendant toute la période de Covid. Et donc c'est comme si GECO, demain, disait à tous les gens de Dassa, ben, venez dormir là, parce que ça vous coûtera moins cher. Voilà, c'est des astuces qui sont nées de la crise, comme on n'avait pas d'autres possibilités. Alors, sur le plan de relance, donc il y a une nécessité pour nous de faire évoluer donc, le développement vers une croissance durable. Ça, c'est une nécessité. Il faudra de la réassurance sur le plan sanitaire, on ne peut plus faire autrement. Nos atouts au Bénin, c'est que nous avons un marché intra- et sous-régional important. Le Nigeria, 200 millions d'habitants. Si nous passons à côté, nous n'avons pas compris ce qui se passe. Juste à Lagos, c'est 20 millions de personnes qui n'ont pas besoin d'avion pour venir au Bénin. On ne peut pas louper ce marché-là. Des infrastructures donc, existent. Donc, dans les ateliers, tout à l'heure, certainement qu'on va en parler. Et je vais pouvoir répondre aussi à quelques questions qui ont été soulevées tout à l'heure. Le gouvernement a entamé des réformes courageuses pour assainir le secteur. Pourquoi? Nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas un label qualité, nous ne pouvons pas attirer. On peut attirer du monde à tout moment. Moi, c'est mon boulot de marketeur. Je peux faire venir du monde pour venir voir un arbre, qu'on dit que c'est là où Guézo est né. On peut le faire. Mais ça ne marche qu'un temps. C'est une one shot. Les gens vont venir sur l'émotion, mais après, quand ils vont découvrir qu'on les a baladés, ça ne marche plus. La qualité, si elle n'est pas au rendez-vous, aujourd'hui, les gens veulent tous venir, même y compris les gens qui veulent venir faire du tourisme mémoriel. Ils veulent venir, ils veulent voir le truc dans son jus et tout ça, mais si il n'y a pas la qualité de service, la qualité de l'infrastructure, ils ne reviendront pas. Ça coûte trop cher de recruter un nouveau client. Donc, il y a des réformes pour les licences. Donc, il y a des hôtels qui vont certainement revoir leur position. Parce qu'aujourd'hui, un hôtel qui veut, chez moi, je peux mettre 6 étoiles si j'ai envie, c'est gratuit. Donc, tout ça, on va devoir assainir. On va faire nous avons les comptes satellites du tourisme qui sont en cours. Donc, il y a une mission en ce moment de l'OMT qui est sur place. Au niveau de la formation, nous sommes en train de mettre un paquet pour qu'il y ait une formation de qualité. Et la création de la haute école est aussi donc, une volonté de l'État de dire allons de l'avant pour que nous ayons les personnes capables de délivrer la prestation au moment où nous allons dire qu'on est prêt. Il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire, notre ambition, c'est d'être fin prêt à l'horizon 2024. On se donne un peu de temps. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.